Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'agriculture française. Je suis Louise Lespard et j'ai hâte de vous amener avec moi dans cette aventure. Dans ce podcast, je vous permets d'en apprendre bien plus sur notre monde agricole en partant à la rencontre de personnalités remarquables qui œuvrent à faire briller nos campagnes. Je vous emmène dans les coulisses de nos fermes pour découvrir le quotidien de ces acteurs de l'ombre pourtant indispensables à notre pays. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur le podcast Carole Petit, photographe professionnelle. Une fois n'est pas coutume, le sujet abordé aujourd'hui est bien moins joyeux que d'habitude, mais ô combien important. Il s'agit du suicide dans le monde paysan. On parle ici d'un vrai phénomène de société, pourtant tabou pendant bien trop longtemps. Des études récentes relatent que 2 agriculteurs se suicident chaque jour. Les raisons en sont multiples et Carole nous les explique dans cet épisode. Vous me direz, pourquoi avoir invité une photographe pour parler de ce sujet ? En fait, c'est parce que Carole Petit a commencé à s'intéresser au suicide paysan il y a maintenant 2 ans. Elle a depuis rencontré une douzaine de familles touchées par cette tragédie pour comprendre leur histoire et elle a pris le parti de prendre en photo une chaise vide au milieu de leur exploitation. Pour voir ces photos, rendez-vous sur son site internet carole-photographe.com avec Carole, K-A-R-O-L-L. Son travail est saisissant. Il manque quelqu'un. L'agriculteur manque à sa famille, bien sûr, mais il manque aussi à la France, et particulièrement à nous, consommateurs. N'oublions pas que les agriculteurs représentent 3% de la population française aujourd'hui. Comprenons bien, seuls 3% d'entre nous travaillent pour nourrir toute la tribu. Il est grand temps que l'on prenne soin de nos paysans. Bonne écoute! Bonjour Carole. Bonjour Louise. Merci beaucoup de prendre le temps d'échanger avec moi pour parler d'un sujet aujourd'hui qui est moins rigolo que d'habitude, qui est le suicide paysan, mais qui est non moins important d'aborder puisque c'est un thème qui est très tabou et pourtant qui est vraiment présent aujourd'hui. Est-ce que pour démarrer, tu pourrais nous expliquer qui tu es et où c'est que tu te situes actuellement ? Donc moi je suis Carole Petit et je suis photographe dans le Maine-et-Loire. Je suis installée en tant que photographe depuis 2011 dans le Maine-et-Loire. D'accord. Et donc là, tu es chez toi puisqu'on est dans la deuxième partie du confinement, le confinement acte 2. Donc malheureusement, on est obligé d'enregistrer cet épisode à distance. Alors pour démarrer, est-ce que tu pourrais nous présenter ton activité de photographe au global ? Donc moi je suis installée depuis 2011. C'est vrai que j'ai, on va dire, 3 pôles en photographie. Donc j'ai la photographie de presse pour les magazines nationaux et puis journaux. Et je travaille aussi pour les collectivités locales, hein, tout ce qui est mairie et donc tout ce qui peut se passer dans la ville de Nantes ou Angers. Et puis je travaille aussi donc pour les entreprises, donc aussi bien pour faire de la photographie, donc pas du tout reportage là pour le coup, et qui est de la photographie studio. Je photographie les créations des entreprises et puis je peux faire leur reportage aussi, justement de leurs employés en train de travailler ou tout simplement justement leur portrait. Donc voilà, c'est vraiment 3 pôles complètement différents. D'accord. Et je crois que aussi sur les parties reportages que tu fais, tu en as fait sur le milieu agricole et sur le suicide paysan, on y reviendra. Aussi, j'ai vu sur les gilets jaunes, sur les femmes aussi et la violence envers les femmes notamment. C'est quand même des thèmes d'actualité forte dans la société. C'est important pour toi de mettre en lumière ces sujets-là ? Bah oui, ça me paraît primordial parce que moi, c'est vrai que ça me prend clairement aux tripes, hein, ce genre de sujet. Donc après, je pense, franchement, je ne suis absolument pas la seule à faire ce genre de sujet. Avec tout ce qui se passe, moi, je trouve ça tellement incroyable. Mais c'est vrai on est plein à photographier. Moi, j'ai l'impression d'être une goutte d'eau là-dedans. Mais en même temps, justement, ça me prend tellement aux tripes que pour moi, c'est obligatoire que je sois dans ce genre de manifestation parce que je trouve que le peuple essaye de se soulever et donc j'ai envie de le montrer à ma manière. J'essaye d'être là, quoi, d'être présente dans ces moments assez historiques, je trouve, quand même depuis quelques temps là. Et pour quels journaux ou magazines tu as l'habitude de travailler ? Eh bien, souvent, ça va être La Croix, Le Pèlerin, il y a l'Humanité, il y a le Nouvel Obs. Après, vu que moi je suis vraiment spécialisée milieu agricole ou métiers artisanaux, je fais tout ce qui est magazine professionnel, c'est-à-dire La France Agricole,
la vigne, les éleveurs laitiers, des choses comme ça, quoi. Ça a été quoi le déclic pour toi de t'intéresser à ce milieu-là, au monde agricole? Puisque finalement, à la base, je crois qu'après en avoir discuté avec toi, tu étais plutôt éloignée de tout ça et qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à cette problématique? Bah, après, je suis pas tant éloignée que ça, en fait, du milieu agricole parce que c'est vrai que moi, j'ai fait un BTS photo, donc sur Paris. J'ai eu mon diplôme en 2002 et en 2002, donc j'avais 21 ans et je me voyais absolument pas être photographe là tout de suite maintenant à 21 ans. Pour moi, je pense que j'étais totalement immature pour ça. Et j'avais plutôt le goût du voyage, etc. Et puis c'est pareil, le travail en CDI me faisait beaucoup peur sur Paris. Je me voyais pas du tout vivre à Paris. Donc du coup, je me suis dit, bon, je sors de Paris déjà, mais sauf qu'après être revenu chez moi, je trouvais pas du tout de boulot en photo. Donc je me suis dit, oulala, qu'est-ce que je vais faire? Et donc je suis partie en saison d'hiver en fait, dans les stations de ski, et j'ai travaillé en développement photo. D'accord. Et puis après, pendant 10 ans, tous les étés, je travaillais dans les marais salants parce que ma sœur est paludière. Je travaillais pas forcément pour elle, mais voilà, donc je faisais les marchés, je cueillais la fleur de sel. Donc du coup, j'ai mis un pied en fait dans le milieu agricole très tôt en fait. Dès l'âge de 20 ans, j'ai été dans le milieu agricole. Et c'est par ce biais-là que j'ai commencé à m'y intéresser. Puis j'aimais vraiment bien travailler là-dedans. J'aimais travailler dehors. Je trouvais ça super sympa. Et puis j'aimais en fait le milieu pour les gens en fait. J'aimais cette simplicité, cette manière de parler assez direct avec les gens. Je sais pas, j'aimais bien quoi. Et Ouais. puis après, quand je me suis vraiment installée en 2011, justement dans le Maine-et-Loire, vraiment en me disant bon, j'arrête les saisons, je m'installe et du coup, et il y avait un couple d'éleveurs en fait de brebis à côté de chez moi. Et c'est mon premier sujet photo qui a duré 2 ans et demi. Je les ai suivis pendant 2 ans et demi. En fait, je leur avais demandé, je sais, bah, dès que vous faites quelque chose d'important, enfin que vous estimez important dans vos étapes d'éleveur, et ben moi je viens et je vous photographie. Et donc ça s'est passé comme ça. OK, premier reportage photo, dans la vie. Et est-ce que tu pourrais, pour, rentrer un peu plus dans le vif du sujet maintenant, hein, donc sur le suicide paysan, est-ce que tu pourrais nous expliquer, le reportage, photo que tu as fait, en quoi il consiste? Eh ben, il consiste en fait à aller voir au départ, c'était ça, le premier volet, c'était d'aller voir les familles endeuillées, leur poser plein de questions sur le pourquoi du comment, en fait, il en est arrivé là, ou elle. Et puis de photographier justement l'endroit soit fétiche ou soit l'endroit où il est mort, malheureusement. Après, c'était en choix avec la famille, donc du coup, c'était vraiment une photo pour un témoignage. C'était ça mon Mmh. idée de départ. Ouais. Et tu as pris le parti de photographier, une chaise vide au début de tes travaux en tout cas et je trouve que c'est ce qui rend, tes Ouais. photos, poignantes et qui mettent, vraiment en lumière, la problématique et qui permet de prendre, conscience. Comment ça t'est venu cette idée-là? Bah, honnêtement, ça m'est venu en pleine nuit, je crois, mais en fait, ce que je cherchais, c'était quelque chose de simple. Parce que pour moi, l'agriculture, en fait, pour moi, je voulais parler de ça déjà, le problème du suicide paysan, parce que pour moi, c'est un problème qui est juste aberrant, je trouve, dans une société, puisque si on ne mange pas, si on n'est pas nourri, on ne peut pas vivre. Donc en Mmh. fait, je ne comprends pas pourquoi on ne s'occupe pas de nos paysans, en fait. Parce que sans eux, on n'est rien. Personne ne peut rien faire sans manger. Donc déjà, je voulais les recentrer. Donc c'est pour ça que la chaise est au milieu. Parce que je voulais un Ouais. recentrage, le fait qu'on en reparle de manière vraiment précise. Donc je voulais que ce soit évident. Donc l'évidence pour moi, c'était au milieu. Et puis après, la chaise noire, c'était le côté systématique pour montrer que c'est un problème de système. La couleur noire, tu l'as choisie, pour parce Bah que après, c'est le noir, franchement, honnêtement, c'est peut-être affreux à dire, je ne sais pas trop si ça peut se dire, mais c'est esthétique. C'est que le noir, ça se détache partout avec de la couleur. mmh, Et puis le noir, si on va dans les symboliques, le noir, dans nos sociétés à nous, d'occidentaux, c'est quand même ce qui est noir, c'est ce qui est négatif, c'est la mort. Donc c'est pour ça que j'ai fait noir aussi. ouais et ensuite la chaise vide? Et vide pour symboliser l'absence.
Et pour justement, en fait, c'est de l'absence-présence. C'était pour justement pour bien dire, bah, s'il y avait quelqu'un, faudrait pas les oublier quand même. Ce serait peut-être important de pas les oublier et de savoir pourquoi ils sont partis. Et donc, en fait, se retrouver face à quelque chose dont on ne veut pas parler, mais bah, va falloir quand même le faire. Ouais, et c'est vrai que j'invite, tout le monde à aller voir les photos sur, ton site. L'adresse c'est Carole, Karol-photographe.com. voilà, si certains veulent aller voir en direct live, les photos dont on parle et c'est vrai que le fait qu'il y ait cette chaise qui soit vide, fait vraiment penser que, bah, ouais, il manque quelqu'un, il manque quelqu'un. Et toi, comment tu as abordé ce sujet-là? Est-ce qu'au début, tu as étudié de fond en comble, le truc? Est-ce que tu y allais sans a priori? Tu t'es dit: «Je vais contacter des familles». Comment ça s'est passé la préparation du sujet? Oui, en effet, j'y suis allée, honnêtement, j'avais envie de le faire, j'avais cette idée de chaise, mais j'ai absolument pas réfléchi à tout ce qui allait se passer derrière. Mais alors pas du tout. Mais j'y suis allée, mais totalement, honnêtement à l'arrache. Mais je pense qu'heureusement, honnêtement, heureusement que j'y suis allée sans réflexion, sans rien, parce que ça aurait été beaucoup. Si j'avais réfléchi, j'aurais jamais osé le faire parce que c'est très dur. Honnêtement, c'est très dur. Je le fais parce que j'y crois et que parce que je le fais pour les agriculteurs, parce que je trouve ça important et plus j'en rencontre et plus je m'attache à toutes ces personnes que je rencontre et plus j'y tiens mon reportage et plus je veux qu'on en parle. Mais c'est un respect pour eux, donc je lâche rien, mais c'est très dur. C'est très dur, émotionnellement? Ouais. Bah oui, parce que c'est vrai que moi je prends le temps, hein, je reste presque la journée avec eux. Après, ça paraît peut-être pas long aux yeux des gens, je sais pas trop, mais on passe une journée à parler vraiment que de ça, de pourquoi la personne s'est suicidée, comment ça s'est passé, etc. Donc on parle de le problème agricole, donc on ressasse beaucoup de choses. On parle de choses très intimes, hein, et puis bien évidemment, en soi, je les ai eus au téléphone bien en amont, 1 à 2 fois ou 3 fois. Je les rencontre donc une journée et puis après, je continue de les appeler ou de les revoir. Ça, c'est pas une journée et puis après il y a plus rien, hein, c'est pas du tout Ouais. ça, hein. Mais c'est vrai que c'est dur dans le sens où, ouais, en gros, l'interview, dure vraiment une journée. Après, c'est vrai que moi, après, je retranscris tout par écrit. Oui, parce qu'à côté des photos sur ton site, on voit, les témoignages, ouais. Mais c'est vrai que du coup, entre le temps où je les ai interviewés et le temps où je réécris, il peut se passer un mois ou deux, honnêtement. Le temps que je digère. Honnêtement, faut que je le digère parce qu'il faut que je. Moi, je suis obligée de prendre du recul et de pas être dans trop l'émotion que moi je ressens pour être quand même juste dans mes écrits. Même si en soi, le témoignage ne change pas, mais justement, je veux pas l'interpréter. Donc, je veux à tout prix le réécouter de manière un peu plus neutre. Mmh. C'est important, je pense. Et les familles, comment tu les trouves? Et est-ce qu'elles sont enclins à parler de ça? J'imagine que alors peut-être qu'elles s'en servent comme thérapie, mais ça doit être quand même dur de reparler de tout ça et de replonger là-dedans. Ouais, oui, bien sûr. Alors déjà, d'une part, c'est vraiment grâce à Patrick Morin, hein. Il faut vraiment le citer dans le sens où Patrick Morin, donc c'est celui qui a fait une marche de 500 km pour parler et de dire stop au suicide. Donc il est parti de Marmande et puis il est arrivé à Sainte-Anne-d'Auray, dans le Morbihan. Et Mmh. donc moi, je l'ai rencontré justement au sud de Nantes, à Le Pèlerin. Et c'est vraiment lui déjà qui m'a motivé à faire ce sujet, parce que j'osais pas le faire. Et lui m'a dit, si tu le ressens comme ça, faut que tu le fasses. Et ensuite, c'est lui qui m'a donné justement les premiers contacts de famille endeuillée. D'accord. Et après, grâce à lui aussi, j'ai rencontré Béatrice Guret, qui est un grand reporter au journal Le Monde, et qui, elle, avait déjà fait un article 1 an auparavant sur justement des familles endeuillées, et qui m'a donné des contacts également. Et par ces contacts que j'ai eus d'eux, quand je les ai rencontrés, ces familles endeuillées m'ont donné d'autres contacts. Puis ça se fait Ouais. comme ça au fur et à mesure. Et les familles, elles se livrent facilement? Pour elles, elles ont besoin d'en parler aussi peut-être? Comment ça se passe quand tu À parles à partir à partir du moment où elles acceptent, elles se livrent, je dirais sans problème. Et j'ai pas eu de. Après, je suis pas rendue non plus à 30 ou 40 témoignages, hein. Mais en tout cas, j'ai pas eu de refus à partir du moment où j'étais chez eux, j'ai été accueillie à bras ouverts et avec grande simplicité et sincérité. J'ai pas ressenti de difficulté. Après, c'est dur. Si, j'ai vu des gens pleurer, hein, forcément. J'ai vu des gens.
C'est dur d'en reparler, oui, quand même. Mais en même temps, ça leur fait plus de bien que ça leur fait du mal, je pense, hein. Enfin, moi, c'est ce qu'ils me disent, hein. Enfin, c'est pas Mm. forcément ce que je ressens, c'est surtout qu'ils me le disent après en me disant merci, ça fait du bien. Puis ça fait du bien d'en parler à quelqu'un qui est neutre, en fait. Parce que moi, Ouais. je suis neutre. Je suis pas, je suis pas un politique, je suis pas un autre agriculteur, je suis pas, je suis quelqu'un, en fait, comme si je sortais de la population française et puis hop, j'ai envie de les écouter, quoi. Forcément, une interview, justement, on est obligé de structurer un peu ce qu'on a à dire, puisque là, c'est historiquement parlant, ils sont obligés de redater des choses et tout. Bah, ça leur fait du bien aussi de remettre tout en ordre, en fait, dans leur tête aussi. Combien de familles t'as visité justement? Pour l'instant, 12 Ok. Sur combien de temps? sur 2 ans. Ah oui, c'est vraiment un sujet de longue haleine. Et t'aimerais en avoir combien au total pour estimer que ton travail est terminé? Oh là, bah ça, aucune idée. Je crois que ça peut être un travail à vie, hein. Je peux me mettre à faire un autre sujet à côté, mais je suis pas sûre de vouloir arrêter déjà parce que je pense que c'est vraiment ces témoignages, c'est des témoignages en or qui fait qu'on comprend vraiment le système beaucoup mieux. Enfin, je trouve que plus on en a et plus on comprend les choses. Et justement, pour rentrer dans les explications, déjà, est-ce que tu pourrais nous donner des statistiques sur le suicide paysan et de ce que ça représente pour qu'on ait bien conscience de l'ampleur du phénomène? Bah déjà là, il y a justement les fameux chiffres de la MSA de 2019. Là, en août 2019, ils ont annoncé que justement il y avait 700 agriculteurs par an qui se suicidaient quand même. Ça Ouais. fait 2 par Ça jour. fait 12 agriculteurs par jour. C'est énorme. Mais c'est énormissime. Ah bah oui, non, mais c'est complètement aberrant. Ouais. Et c'est une des professions les plus exposées au suicide, si je ne me trompe pas. Oui, oui, oui. Et justement, alors, enfin, je regardais les statistiques, mais finalement, si on devait faire un profil type des agriculteurs touchés par ça, quand je regardais, c'est plutôt un salarié agricole qui est un homme qui aurait 65 ans, c'est le point culminant, qui serait dans une petite exploitation, célibataire et qui a un élevage de bovins. C'est quelque chose que toi, tu as vu dans les profils que tu as rencontrés? Ah bah clairement, de toute façon, les statistiques, déjà, c'est plus de 80%, ce sont des hommes. Mm. Puis après, mais après là, c'est très complexe comme sujet parce que on parle quand même du suicide. Le suicide en soi est un sujet très complexe. Je parle vraiment psychologiquement parlant en tant qu'être humain, sans parler justement de métier ou de choses comme ça. Et pour en venir aux raisons du suicide paysan, c'est quoi, toi, les principales raisons que tu as pu observer dans tes travaux? Pourquoi les agriculteurs, ils en viennent là à un moment? Bah, il y a une pression de toute façon financière qui est terrible. Leur revenu est absolument ridicule parce qu'en fait, même une ferme qui est considérée viable en France, en fait, les agriculteurs ils vivent avec 800 balles par mois, quoi. Donc déjà, ils sont sur la corde raide alors que c'est censé être une ferme qui vit bien, quoi. Ouais. Déjà, ce seuil-là, moi, je le trouve aberrant. Mais après, donc de toute façon, moi, ce que j'ai pu voir dans les témoignages, c'est le problème avec les banques. Donc c'est-à-dire qu'en fait, l'agriculteur ou l'agricultrice se retrouve coincé financièrement, en fait, bah forcément, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce que l'agriculteur ou l'agricultrice fait, c'est elle va voir la banque en disant bon bah là, moi j'ai un gros souci, là je suis complètement endetté, ça va pas du tout. Est-ce que vous pourriez par exemple échelonner mon emprunt? Parce que souvent, les agriculteurs, ils ont un emprunt parce qu'ils achètent leur terre ou justement, ou la ferme en elle-même, hein, parce que quand on reprend une ferme, il faut bien l'acheter maintenant et ça coûte Ouais. cher. D'ailleurs, j'en profite, je vais faire un peu la minute économie du podcast à la manière dont on peut la traiter sur le sujet, puisque je la fais toujours dans le podcast. Mais Ouais. effectivement, je voyais que c'est 30% des exploitations qui sont endettées à plus de 300 000 euros. Chez les éleveurs de porc, ça monte jusqu'à 450 000 euros. Et puis que les gens ils aient confiance. Par exemple, un tracteur pour une petite exploitation, ça coûte entre 30 000 et 80 000 euros. Une moissonneuse-batteuse, c'est 250 000 euros. Un robot de traite pour un éleveur, c'est 150 000 euros. Donc après, effectivement, quand tu mets ça au regard du revenu moyen des agriculteurs, qui est, je crois, de 600 euros pour les éleveurs et 1300 euros au global, bah, on se doute bien qu'à un moment, pour joindre les deux bouts, c'est compliqué, quoi. Ah bah c'est super compliqué. Ouais. Et donc du coup, le truc, c'est parce que déjà, ils ont des charges fixes, comme toute personne, hein, mais ils ont des charges fixes déjà qui sont monstrueuses. Donc en fait, le moindre truc après qui ne va pas,
qui déconne. Donc, c'est-à-dire des bêtes qui tombent malades, qui fait qu'il y a tout un cheptel où il y a 30% qui disparaît, bah, du coup, c'est la production en moins. Mais sauf que ça veut dire de la finance en moins. Et donc, bah, du coup, ça fait ça fait un décalage. Et puis, bah, après, donc, le petit décalage fait que, ah bah, tiens, ce mois-ci, on peut pas payer la MSA. Et puis après, le mois d'après, ah bah, il y a ça en plus, puis ça en plus. Puis ça va hyper vite. Sauf que les charges fixes, c'est-à-dire les emprunts, soit de la ferme, soit des terres, ou soit parce que justement on a acheté un tracteur, ou soit on a acheté un nouveau robot, je ne sais quoi, de traite, et ben on se retrouve coincé très rapidement. Et quand on va voir la banque ne veut jamais échelonner. Si la banque ne gagne pas d'argent, elle ne fait rien. Donc c'est-à-dire qu'en fait, moi j'ai des exemples concrets d'agriculteurs qui demandent un échelonnage de trésorerie, la banque dit non, et la personne est endettée. Hein. Je dis bien au départ, la personne est endettée. L'agriculteur demande ça, la banque dit non. Si l'agriculteur demande à acheter des terres, là elle dit oui, c'est tapis rouge. Alors que la personne est endettée. Moi, ça, je trouve ça inadmissible. Ce n'est pas normal. Pourquoi ils font ça? Alors que le taux d'endettement Parce est que, déjà dépassé, ils continuent à prêter? mais parce que c'est du foncier et ils savent que la banque, elle perdra rien. Même si l'agriculteur, lui, après, il s'écroule, la banque, elle s'en fiche. Parce qu'elle, elle récupérera, de toute façon, ses billes au niveau du foncier. Y a pas de problème. Et c'est là où c'est inhumain. Ouais. Pour donner des cas concrets de gens que tu as rencontrés, je crois que tu as Jean-Pierre qui avait 46 ans, qui est un peu dans ce cas-là, qui avait eu des difficultés financières après la crise du lait. Et Xavier, 47 Oui, ans, pareil, vache laitière, pas assez de trésorerie, il fallait se mettre aux nouvelles normes européennes, j'imagine. Et en oui. fait, ils s'en sortent pas, quoi. Ben non, ils s'en sortent pas. Et puis alors le gros souci, c'est que justement, quand tu t'en sors pas, tu peux t'enfermer, hein, justement en te disant bah oh là là, j'y arrive pas, c'est parce que je travaille mal. Parce que l'agriculteur, il est dans le faire, il est dans l'action. C'est normal, et c'est des gens qui travaillent de leurs mains. Donc si l'entreprise déconne, c'est parce qu'ils font pas bien de leurs mains. Alors que non, hein. Mais sauf que eux, ils peuvent le voir comme ça. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent encore plus. En se disant, mais je vais y arriver. Et puis ils sont rendus à 16 heures par jour de travail. Mais sauf qu'au bout d'un moment, c'est le cerveau qui tient plus. Ouais, Et bien c'est sûr. là où la dépression, elle arrive derrière. À 16 heures par jour, salaire moyen entre 600 et 1 300 € en fonction de la typologie, c'est pas cher Ben payé. oui, mais c'est vrai qu'après, des métiers passion, on dira toujours, de toute façon, tu peux faire 10 heures par jour, tu les vois pas passer. Ce qui est pas faux, hein. Je suis pas contre ça, mais le truc, c'est qu'au bout d'un moment, quand tu fais 14 heures à 16 heures par jour, et que tu fais ça tous les jours, que t'as pas de samedi, t'as pas de dimanche, tu sais pas ce que c'est, forcément, le cerveau, au bout d'un moment, et puis c'est surtout si financièrement, t'as aucune reconnaissance. Ouais. Si t'as aucune reconnaissance financière, mais au bout d'un moment, tu pètes les plombs dans ta tête. C'est logique. Mmh. Et puis en plus de ça, justement, il y a une pression sociétale qui est énorme aussi. Donc, ok, il faut un changement d'agriculture, mais qui est en train de se faire. C'est comme exactement pour le problème des nitrates, justement, en Bretagne. C'est sûr hein, que c'était à pointer du doigt, c'est évident. Moi, je suis entièrement d'accord. Ça a été un carnage écologique sans nom, le problème des algues vertes. Mais n'empêche que ça a été quand même pris en main. Tu peux en parler avec des scientifiques bretons. Les eaux, quand même, s'améliorent, etc. Il y a encore des problèmes, hein, on est bien d'accord. Mais ça s'améliore au fur et à mesure. Ça fait 20 ans que c'est en train de s'améliorer petit à petit. Mais le problème, Mmh. c'est que, il y a aussi, tu vois, justement, les médias qui peuvent bourriner un peu trop et qui fait que, qu'on est en décalage, en fait, entre ce qui se passe parce que c'est long à refaire, hein, c'est la nature, donc faut prendre le temps et on pointe encore du doigt, et puis c'est pareil, les agriculteurs, au départ, on leur disait: «Si, il faut mettre plein de produits et tout parce qu'il faut produire, faut mettre plein de produits». Bah, eux, bah, les agriculteurs, ils font: «Bon, bah, OK, on le fait». Et puis bah après on leur dit ah bah non, faut surtout pas plein de produits et tout, et donc après bah eux ils se réadaptent, etc. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, donc ok, il faut se mettre en bio, faut ou améliorer ou se mettre en raisonné, etc. Donc c'est pareil, hein, moi je jugerai pas là-dessus, mais il faut prendre le temps, faut arrêter de pointer du doigt les agriculteurs, faut les aider à changer petit à petit. De là à dire que c'est des gros pollueurs, etc. Je trouve ça mauvais quoi.
Ouais. Et c'est très dur pour eux parce qu'eux, ils essayent de faire du bon travail. Et bon, après, j'imagine qu'il y a, comme tout métier, des agriculteurs qui abusent, mais je pense franchement que c'est absolument pas la majorité. Et qui sont plutôt en train de crouler sous un système qui les broie. Point barre. Du coup, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'en plus des difficultés économiques qu'ils ont, qui est lié à tout un système, on va pas se plonger encore plus là-dedans, dans ce sujet-là, parce que ça pourrait être durer très longtemps. Et je conseille d'ailleurs aux auditeurs d'écouter l'interview que j'ai fait avec Nicolas Chaban sur les relations entre grandes surfaces et agriculteurs, qui est assez intéressant là-dessus. Mais en tout cas, oui, donc des soucis économiques qu'ils ont, en plus, s'ajoute un manque de reconnaissance de la société, et ça va même plus Mm. loin. Ils sont souvent pointés du doigt sur des problématiques environnementales ou de bien-être animal, alors que comme tu dis, c'est des gens globalement qui font mieux et qui travaillent du mieux possible. Bah, je pense, oui, clairement. Ils ont de la pression de partout, quoi. C'est très compliqué. Très, très compliqué. Une des autres raisons que j'ai vues qui était aussi responsable, enfin, en tout cas qui était évoquée dans les causes du suicide agricole, c'est le poids de l'héritage et puis l'imbrication de la famille. Oui, oui, c'est très. Bah, de toute façon, c'est ce qu'on voit justement dans le film Au nom de la Terre, qui est un exemple Ouais, magistral. qui est terrible. Ouais. Moi, j'ai rencontré justement Marilyn Bergeon. Mais j'espère avoir Edouard à ce micro. Je lui ai envoyé l'invitation. Il m'a dit oui, mais j'attends ses disponibilités. Je croise les doigts pour le pouvoir l'inviter sur le podcast. Ah bah super. Mais c'est vrai que donc moi j'ai eu la chance de rencontrer sa maman. En effet, hein, le témoignage est très très dur parce que c'est malheureusement pire que dans le film, hein. Il est un peu plus enjolivé, donc ça paraît incroyable, mais c'est vrai. Mais c'est typiquement, oui, c'est le poids, ouais, familial des fois est très compliqué. Mais après, ça peut être aussi, moi j'ai un exemple aussi témoignage où c'est, sans parler de familial, ça peut être aussi un problème dans les GAEC, justement des mauvaises, entre guillemets, mauvaises associations. Les GAEC, en gros, c'est des associations d'agriculteurs qui se mettent ensemble sur une seule et même exploitation. Voilà. Et par exemple, justement, il y a des genre deux, trois frères qui se mettent en association avec deux autres personnes, mais du coup, ça crée des gros déséquilibres parce qu'en fait, il y a une entente entre frères, mais pas avec les autres. Ou inversement, enfin, ouais, il y a des gros soucis là-dessus aussi. Et c'est vrai que vu que c'est des taiseux, quand même, hein, les agriculteurs et agricultrices, donc ça, je pense que c'est en train de changer avec la nouvelle génération. Mhm. C'est très compliqué de dénouer les problèmes parce qu'ils parlent pas. Donc c'est pour ça aussi que les poids familiaux, c'est très complexe. Ouais. Et puis je voyais que parfois aussi la nouvelle génération arrivait. Alors soit la nouvelle génération pouvait avoir le poids de l'héritage et de faire absolument marcher l'exploitation qui est là depuis des générations dans sa famille, ce qui met une certaine pression. Soit aussi l'ancienne génération qui voit le jeune ben voilà, travailler différemment et qui se sent un peu perdu au milieu de tout ça et qui reconnaît plus forcément son exploitation. Et tu le disais, les agriculteurs aussi, c'est des taiseux. Ils ont quand même aussi un sens de l'honneur qui est bien marqué. On peut presque parler d'orgueil paysan. Et finalement, ils se plaignent très peu. Et en fait, finalement, peut-être aussi, ils arrivent au bout de l'impasse sans avoir parlé, quoi. Ce qui aide pas. Ah bah bien sûr, ouais. Ah bah complètement, ouais. Bah non, non, c'est bien pour ça que je pense que pareil, le suicide est très très présent en agriculture, puisque justement vu qu'ils sont des taiseux, quand je dirais ils ont envie d'en parler, c'est trop tard en fait. C'est là où soit ils parlent pas du tout justement. Parce qu'il y a plein de femmes, hein, honnêtement, moi par exemple, en ayant discuté avec Solidarité Paysan, hein, qui est une structure associative justement qui aide les agriculteurs et agricultrices en difficulté, en grande difficulté, ils m'ont dit, franchement, c'est 90%, ce sont les femmes d'agriculteurs qui nous appellent en disant au secours. C'est pas Ouais. l'agriculteur. C'est la femme qui va dire non mais là ça va plus du tout, là mon mari je le reconnais plus, ça va plus du tout. Et sauf que des fois c'est super dur à remonter la pente parce que forcément on appelle souvent très tardivement. Mais il y a plein de fois où ça fonctionne, hein. Solidarité Paysans, ils font du bon boulot. Mais d'ailleurs, il y a des agriculteurs qui ne connaissent pas cette structure et il faut la faire connaître à tout prix. Justement, ça m'amène à la question de l'auditeur qui est Charlotte, qui te demande aujourd'hui qu'est-ce qui est fait pour traiter ce sujet. Est-ce qu'on a bien pris conscience des choses et est-ce qu'on met des actions en place aujourd'hui au niveau national pour régler le souci? Bah, du coup, cette association-là,
Justement, Solidarité Paysan, elle existe depuis longtemps. Je saurais pas vous dire, depuis quand. Mais elle est très présente. Elle est présente dans toutes les régions, donc c'est vraiment national. Après, au niveau national, ce qui peut être en train de changer, donc là je mets un gros bémol aussi parce que c'est en train de se faire, mais en tout cas moi j'ai été contactée par 2 sénateurs, je dirais pas qui, mais bon bref, j'ai été contactée. Il n'y a pas que moi qui ai été contactée, il y a d'autres justement agriculteurs pour avoir des témoignages, etc. Mais ils sont en train de se poser plein de questions, de savoir comment faire. Mais c'est vrai qu'il va falloir oser justement parler des vrais problèmes. C'est ce que je voyais, c'est que le gouvernement a missionné Olivier Damézin, le député Aussi, LREM, oui, exactement. Tout à fait. pour remettre un dossier et il est accompagné par Édouard Bergeon là-dessus. Et je crois que le film d'Édouard Bergeon, Au nom de la Terre, on en a parlé, a quand même mis un gros coup de projecteur sur le sujet, Ah quoi. bah, complètement. Ah bah, ce film, c'est un film coup de poing, comme on dit. Mm. C'est extraordinaire d'avoir fait ça. On ne peut pas utiliser un autre mot une fois qu'on l'a vu. C'est un coup de poing. Ah bah oui, oui, là, c'est un pavé dans la mare, mais c'est même, je dirais carrément, une énorme baleine, quoi. Mais Mm. c'est super. C'est super d'avoir eu le cran de le faire aussi, hein, parce que c'est quand même lui le fils de ce carnage. Donc, moi, je trouve ça super qu'il ait réussi à faire ça parce qu'il fallait de la force. Et puis, il a encore de la force justement pour se battre à côté. Moi, je trouve ça super. Ouais, c'est Et puis ouais, après, on verra ce que ça donne justement avec le député. Hein, mais il y a la MSA qui m'a contacté, mais après, avec tous les problèmes de confinement, là, c'est très compliqué. Donc, tout est en stand-by pour l'instant, là. Mais en soi, ça se bouge, mais est-ce qu'il y aura des résultats? On verra. Ouais. La MSA, pardon, on n'a pas précisé, mais c'est la mutuelle sociale agricole. Et en fait, comme nous, on est à la Oui, sécurité sociale, les agriculteurs, eux, ils sont à la MSA. En fait, ils ont un régime spécifique. Je pense pas que voilà. tout le monde le sache. Oui, pardon, Et, ouais. et alors, toi, c'est quoi la suite? Comment tu penses continuer à promouvoir ton travail? Est-ce que déjà il a été publié? Est-ce que tu peux nous raconter comment tu vois la suite du projet? Bah, moi, j'aimerais en faire un livre, ce serait bien. Mais c'est surtout, il faudrait, je pense, l'exposer pour que justement il y ait pas mal de monde qui voit et qui en parle. Et c'est important pour toi que de faire voir ton travail au plus grand nombre? Je sais pas ce qui est important en soi. En fait, honnêtement, moi, je pensais vraiment pas en arriver là avec cette série parce que je savais absolument pas du tout. Parce que c'est vrai qu'il y a un agriculteur qui est devenu un ami là, Jérôme. À chaque fois, il rigole avec moi là, mais parce que c'est vrai que il me dit quand je repense la première fois où je t'ai vu, il me dit t'es arrivé de nulle part avec ton sujet en mode bah je sais pas. Parce que c'était forcément la question, il me dit, mais pourquoi tu fais ça? Et moi j'étais, ah bah je sais pas, c'est par militantisme. Ah d'accord. Mais du coup, tu vas en faire quoi? Bah je sais pas. Mais je sais pas ce que ça va donner, je sais pas. J'avais que des je sais pas. Et c'est vrai qu'ils m'ont fait tous confiance. Déjà, moi je trouve ça vraiment extraordinaire parce qu'ils auraient pu me dire, bah non, on va pas se confier à toi alors que tu sais pas du tout ce que tu vas en faire. Donc ça a été publié plusieurs fois, mais c'est vrai que les agriculteurs qui ont témoigné, qui me disent «Bah, vas-y, il faut que ça continue, faut que t'en fasses un livre, ce serait bien». En fait, c'est plus eux qui me disent bah ce serait bien que ce soit ça. Donc je me dis oui, ils ont sûrement raison, oui, ce serait peut-être bien qu'il y ait un bouquin ouais, là-dessus. Mais après, je pense que honnêtement, après moi dans mon pragmatisme de photographe, je pense d'abord qu'il faut exposer. Et ensuite, s'il y a une édition qui se dit tiens, ce serait bien de le publier, je pense que ça va être plus dans ce sens-là. Mais là, pour l'instant, honnêtement, je suis en travail pour essayer de l'exposer. Je démarche là-dessus. Ok, ben, j'espère de tout cœur que tu y arriveras. Et puis c'est surtout que je suis en lutte là pour trouver d'autres témoignages quand même. Là, je galère. Et ouais, parce que c'est la difficulté de trouver des familles qui veulent parler. Ouais, bah oui, oui, c'est compliqué, mais en même temps, je reste persuadée que plus on aura de témoignages, plus on aura du poids, nous, pour dire, bah si, faut changer ci ou changer ça, quoi. Bon, mais écoute, je vais passer aux questions de ferme après cette interview riche et super intéressante, à mon sens. Ma première question, c'est toi, qu'est-ce qui te rend vraiment fière d'avoir fait ce reportage photo et de t'être investi dans cette cause?
Bah, en fait, là où je suis fière, c'est que justement, il y a des structures, pardon, et institutions qui m'appellent pour me demander justement ce que j'ai pu entendre et quels sont les problèmes. C'est que je me dis, tiens, ça a touché du monde. Et du coup, pour moi, c'est vraiment une reconnaissance vis-à-vis des agriculteurs, parce que c'est vrai que c'est surtout ça, en fait, qui m'importe. C'est que ça bouge pour eux, quoi. Donc là, Mm. je me dis, s'il y a justement un sénateur MSA qui me contacte, c'est que je me dis, tiens, j'ai peut-être réussi à faire quelque chose là. Ma deuxième question, c'est est-ce que tu pourrais nous donner un truc qui nous permette d'étaler notre science au prochain repas entre amis ou à la prochaine expo photo ou quand on ouvre un magazine? Alors, comment se passent justement les photos dans les magazines? Ouais, carrément, vas-y, raconte. La complexité d'une vente photo dans un magazine. En fait, ce que je peux vous dire, c'est que par exemple, parce qu'on me pose souvent la question, des amis posent souvent la question, ça coûte combien une image et en fait, bah, c'est pas une réponse simple du tout. C'est une réponse très complexe parce qu'en fait, suivant le magazine ou le journal, le prix ne va pas être le même parce que ils ne sont pas imprimés à la même hauteur au niveau du, des impressions. C'est-à-dire, par exemple, le Figaro, lui, est imprimé à 400 000 exemplaires, alors que, par Ouais. exemple, Libération est imprimé à 80 000 exemplaires. Donc déjà, la une, elle va pas du tout être le même prix. Mm. Donc, par exemple, les unes de magazine, ça peut varier entre 130 euros et ça peut aller jusqu'à 900 ou 1000 euros, je crois. Donc ça, moi, j'ai jamais fait, hein. Mais il y a des Mm. magazines qui c'est ça. Et puis après, le prix va varier, sans parler de la une, quand c'est à l'intérieur du magazine, et ben, c'est la taille de l'image. Donc si c'est un quart de page, ou une demi-page, ou une page entière, ou une double page, c'est pas le même prix. D'accord. Putain, quand on y pense, 130 euros pour une une, quand je vois le travail de 2 ans que tu fournis sur le sujet, c'est pas grand-chose, quoi. Bah oui, c'est pour ça que on n'est plus à l'âge d'or du photojournalisme, hein. Dans les années 80, ils payaient des photographes sur une semaine pour partir dans telle région ou dans tel pays, et puis on était payé à la semaine. Mais c'est vrai que là, c'est de plus en plus rare maintenant les reportages. Si on a des commandes, ça peut être sur une journée, 2 journées, 3 jours maxi, je pense. Après, si tu parles étranger, c'est peut-être 4 ou 5 jours, mais c'est vraiment très rare. Et puis c'est pareil, après maintenant il y a le web, très important. Et par exemple, le web, c'est souvent, ça varie entre 5 euros et 25 euros l'image. Ah ouais, merci le digital. Je vais pas cracher dessus parce que moi je travaille là-dedans, mais. Et ma dernière question, c'est où est-ce qu'on peut te contacter? Où est-ce qu'on peut voir ton travail? Et ben donc mon travail, on peut le voir justement sur mon site internet, là, donc carole-photographe.com. Et puis sinon, si vous avez envie de discuter avec moi je serais ravie de parler d'agriculture, hein. Sur le site internet, il y a le lien pour mon mail. Vous pouvez me contacter, il y a un formulaire de contact. Ok, Voilà, voilà. super. Bon, ben mille merci Carole de nous avoir éclairé sur le sujet et de nous en avoir dit plus sur ton travail. C'était vraiment très intéressant. Je suis contente qu'on ait pu traiter ce thème ensemble. Et ben merci à toi en tout cas, hein. À bientôt et bon après-midi. Ouais, à bientôt. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aiderait énormément pour faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour prendre ensemble la clé des champs.